is your captain speaking. Please pay attention. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome on board. Notre départ est proche. Bon voyage. Bordeaux, bonsoir, Martinair 7341, flight level 290. Martinair 7341, bonjour. Direct Osmog. Direct Osmog, Martinair 7341. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite de cette 25e saison du Magahéros, vous le savez, c'est une saison exceptionnelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet exceptionnel. Un homme qui a joué un grand rôle dans l'évolution de l'aviation au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, mais dont on a quasiment oublié, ou en grande partie oublié, la mémoire aujourd'hui. Alors il est remis à l'honneur dans l'ouvrage de l'auteur qui va être l'invité de ce Magahéros dans quelques instants, mais nous vous laissons le temps de quelques notes de musique pour vous installer confortablement, et aujourd'hui encore, s'il devait y avoir des turbulences, vous le savez, elles ne seraient que radiophonique, inutile d'attacher vos ceintures de sécurité. Excepté si vous nous écoutez sur la route, évidemment. Hubert Reine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation du Magahéros, mais en fait, je dois vous dire merci aussi de nous avoir adressé l'ouvrage dont vous êtes l'auteur. Un ouvrage que l'on peut trouver facilement, nous prendrons le temps de le présenter en temps voulu pour que nos auditeurs deviennent vos lecteurs, un ouvrage intitulé Édouard Serre et l'aviation commerciale 2. Avec 3 chapitres principaux, la radionavigation, l'aéropostale et Air France. Alors là, sans jeu de mots, ce sont les grandes lignes. Hubert Reine, maintenant avec vous, nous allons rentrer dans quelques détails. Mais la première des choses, c'est nous dire qui est Hubert Reine par rapport à Édouard Serre ou qui est Édouard Serre par rapport à Hubert Reine, si je respecte l'ordre généalogique. Alors, c'est venu en plusieurs étapes. D'abord, vers l'an 2000, par là, je fais un peu de généalogie et je découvre que je suis cousin avec le pilote de l'aéropostale, Marcel Reine, qui a eu son époque de gloire pendant l'aéropostale, coéquipier de Guillaumet, de Syntex et de Guillaumet, Syntex, oui, Mermoz, bien sûr, et puis Dora. Et donc, il a été pilote à l'aéropostale. Marcel Reine qui figure d'ailleurs toujours, ou à peu près toujours, dans la liste des pilotes qui sont cités comme étant à l'effectif de l'aéropostale, comme étant dans les principaux pilotes. Tout à fait, dans les grands pilotes. Alors, donc je refais sa biographie et c'était quelqu'un d'un bout en train, quelqu'un de très très meneur. Et en 1928, pour être exact, il va transporter Édouard Serre, qui vient d'être embauché à l'aéropostale. Édouard Serre est un ingénieur radio-électricien qui a fait Supélec, qui a terminé major, qui a fait une grande partie de sa carrière dans le développement des radioguidages à l'armée. Et il est embauché à l'aéropostale par Marcel Bouilloux-Lafont, le PDG, pour mettre en place toute l'infrastructure radio de l'aéropostale. Alors bon, jusque-là, j'ai raconté un peu l'histoire de Reine et de Serre, et qui va être liée parce qu'ils vont être pris la première fois que Reine va emmener Serre au Maroc, au-dessus de la Mauritanie. Un matin dans les brumes, Reine va atterrir en catastrophe sur une dune à cause de la mauvaise visibilité, sans doute due à la mer et au brouillard.
Et il se retrouve pris en otage ici en Mauritanie par une tribu sauvage qui s'appelle les Ergibat. Et pendant plus de 3 mois, ils vont être pris en otage. Si vous le permettez, je vais préciser quand même qu'à cette époque-là, on est encore au début de ce qui s'appellera un peu plus tard la ligne, qui sera constituée entre Toulouse et l'Amérique du Sud, dans sa plus grande longueur, mais que les avions sont encore des avions inspirés des vétérans de la Première Guerre mondiale, qu'il n'y a pas d'aide au pilotage, ou si peu, et que dans les tempêtes de sable et dans les vols de nuit, qui sont la majeure partie des vols effectués pour que le courrier soit disponible le matin aux aéroplaces, c'est ainsi que l'on appelait les étapes, eh bien, ces avions et ces pilotes ont un grand mérite parce qu'il faut pouvoir se guider. Alors, quand le temps est clair, c'est aux étoiles, mais en cas de brume ou en cas de tempête de sable, c'est beaucoup plus hasardeux. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, ils ont un avion presque plus moderne que le Breguet 14, qui était un avion qui volait 2 heures pendant 14-18. Ils ont le LAT-26 qui vient de sortir. C'est un avion quand même plus spacieux. Et ils transportent en même temps avec eux un traducteur qui, en cas de problème, peut échanger avec les personnes locales. Donc ils s'atterrissent dans cette brume et sont pris en otage. Et là va commencer, ça va être la une des journaux pendant plus de 3 mois. Alors bon, il va y avoir un contexte un peu politico-médiatique. Les partis vont se renvoyer la balle. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez finir par libérer Rennes et Serres, etc. Donc ça va durer plus de 3 mois. Et enfin, au bout de 3 mois, libération. Voilà. Alors à la suite de ça, Rennes continue sa carrière de pilote, transporter des passagers jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Puis peu à peu, il va faire toute la ligne jusqu'à Natal, Rio de Janeiro, au Chili. Donc ça ira jusqu'au Chili, à Santiago du Chili. La ligne ira jusqu'à Santiago du Chili. Rennes finira sa carrière sur le tronçon juste après Guillaumet, entre Mendoza et Santiago du Chili, traversée de la cordillère des Andes qui était très périlleux à l'époque, malgré qu'ils avaient des avions plus modernes, Potez 25, qui permettaient de monter à 6000 mètres. Voilà, donc Rennes a fait une grande carrière de pilote. Et pendant ce temps-là, Édouard Serre installe les jalons de toutes les escales et va mettre en place peu à peu les équipements radio. Alors, il est très en avance, Édouard Serre. Attention, c'est un Supélec, c'est une pointure. Il connaît bien les ondes radio, il connaît ça comme, ça lui mange dans la main, quoi. Il comprend les ondes radio comme d'autres comprennent l'air qu'on respire. Donc, il va mettre en place peu à peu des liaisons radio. Alors, la liaison radio, c'est très compliqué à faire parce que sur une ligne aérienne, ça se fait pas comme ça. Donc, ils vont déjà relier les escales entre elles en radio, puis d'escale en escale à un avion. L'avion va pouvoir communiquer avec les escales. Et ensuite, il va mettre en place la radiogonométrie, donc des balises qui permettent à l'avion de suivre un cap radio. Une antenne émet une onde fixe, et dans l'avion, on s'aligne sur cette onde fixe, et ça donne le cap et la direction que l'avion doit suivre. Ça sera un progrès énorme. Donc il va mettre en place toute la radionavigation. Ce qu'on appelle la radionavigation, c'est ça, c'est le fait de pouvoir guider son avion avec la radio. Ensuite, il va mettre en place la météo. La météo, faut savoir que la météo, c'était hyper important avant de décoller, hein. Et ainsi de suite. Et comme ça, on va savoir où sont les avions, quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils repartent, et on va peu à peu maîtriser le trafic de la ligne. Alors, avec toutes ces infrastructures-là, il faut savoir que Édouard Serre va mettre en place le meilleur équipement radio pour une ligne commerciale, qui comprendra tout, la météo, les communications entre avions, les communications avions-escales, et une communication de commandement. Édouard Bouillu-Lafont à Paris
pour en 10 minutes communiquer avec Santiago. Et atteindre Santiago et savoir immédiatement tout ce qui se passe sur la ligne aéropostale. Ce qui est phénoménal parce que ça n'avait jamais été fait auparavant. Non. Alors, ça va faire l'objet de publications scientifiques que je reproduis dans mon livre, de publications au Congrès. Comment équiper une ligne aérienne en radio ? C'est l'objet de la communication que va faire Édouard Serre. Et il va donc, grâce à ça, comment dirais-je, être parmi les meilleurs équipements du monde en radio. La ligne aéropostale est la plus sûre du monde, la ligne aérienne la plus sûre du monde grâce à la radio. Voilà. Mais alors, Hubert Reine, lorsque vous nous faites cette présentation-là, où finalement, on se rend compte qu'Édouard Serre était, aujourd'hui, on le qualifierait tout simplement de génie, parce que il est très précurseur, il maîtrise toutes ces techniques que pratiquement personne ne connaît, et un siècle plus tard, on l'a presque complètement oublié. Comment est-ce que ça se fait alors qu'il a contribué au succès des pilotes, des mécaniciens et de toute l'entreprise de l'Aéropostale et plus tard d'Air France? Ah, ça, c'est le mystère de la vie. Alors, moi, quand j'ai découvert Marcel Rennes et leur prise d'otage, là, je me suis intéressé évidemment à Édouard Serre. Et je me suis demandé, mais les gens m'ont dit, tiens, il y a Édouard Serre, c'est un télégraphiste. Ah bon? Comme télégraphiste, excusez-moi du peu. Oui. J'ai commencé à dire, ah bon, un télégraphiste, ah bon. J'ai commencé à chercher et là, petit à petit, comme on dirait, on déroule une pelote, j'ai trouvé plein de choses sur Édouard Serre. Alors, Édouard Serre, je me suis aperçu d'abord qu'il était natif du Cantal et que il n'avait pas de famille pratiquement. Il est mort en 1942. Il n'avait que sa mère et un vague cousin, mais c'était très peu. Personne n'a poursuivi de son souvenir. Cependant, il y a des retraités d'Air France qui, à un moment, se sont réveillés. J'en parle au début de mon livre. Oui. Qui se sont réveillés. On dit, mais pourquoi on ne parle pas d'Édouard Serre ? Et là, c'est le maire de Nocelles, la ville où ses parents étaient instituteurs, que va partir le réveil. Et le maire de Nocelles va déjà prendre en charge par la municipalité, faire prendre en charge par la municipalité le caveau de famille, qui était complètement délabré. Il y avait personne ne s'occupait de la famille Serre. Et peu à peu, là, va collectionner dans sa commune de Nocelles tout ce qu'il va trouver sur la famille et les faits et gestes d'Édouard Serre. Et c'est ainsi que commence le travail de souvenir à son égard. Alors, Édouard Serre, on s'aperçoit que il va être en concurrence avec Didier Dora, il prendra sa place au sein de l'Aéropostale, il sera responsable de radionavigation. Alors, l'Aéropostale en 1933, elle est mise en faillite. Enfin, j'en parle dans mon livre, là, c'est un peu tordu comme la fin de l'Aéropostale est une sombre histoire, voilà. Tout à fait. Par contre, Édouard Serre continue sa carrière, il passe à Air France. Il devient directeur des communications, puis passera après la mort de Voitine, là, il passera directeur du matériel. Directeur du matériel, c'est directement la responsabilité, juste en dessous le PDG d'Air France, il sera responsable de tout. C'est lui qui va mettre en place la nouvelle flotte Air France, la reconfigurer, puisqu'il y avait Air France, et ça va être un amalgame de différents types d'avions. Et peu à peu, il faudra devenir compétitif et faire une ligne aérienne digne de ce nom. Une ligne qui va donc devenir Air France très efficace et performante. Alors voilà. Et alors à travers sa carrière d'Édouard Serre, c'est pas uniquement un technicien bulldozer. Hein. C'est quelqu'un d'humain complètement. On s'aperçoit qu'en 1927-1926, il a été adhérent à la SFIO. L'ancêtre du Parti Socialiste. Oui, il sera aussi, il sera franc-maçon, il va adhérer à la franc-maçonnerie.
et peu à peu va faire son chemin à travers Air France. Alors, là, il va d'abord prendre la responsabilité du site de Montaudran, quand il va être à Air France. Le site de Montaudran, que vous connaissez bien, à côté de Toulouse. Le site historique, le siège en fait de ce qui a été auparavant l'Aéropostale. Voilà, c'est là. Et là, il va prendre en main la flotte des avions et l'entretien des avions et leur responsabilité. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les temps sont très durs. À un moment donné, il n'y a plus de quoi payer pendant la transition de l'Aéropostale. Il n'y a plus de salaire pour les pilotes et le personnel de Montaudran. Ils vont monter des coopératives et pendant plus de 4 mois, ils vont assurer des revenus minimum au personnel pour pouvoir qu'il subsiste. Alors, on arrive à Montaudran, il va y avoir des épisodes. Il est à la SFIO, il est très ami avec un autre nommé Jean Blanc. Alors, faut savoir, à la SFIO, ils sont dans une branche, je dirais aujourd'hui qu'on appellerait révolutionnaire, je sais pas. Mais c'est le parti qui est très à gauche. Donc là, alors, je vous propose, Hubert Reine, de faire une pause pendant quelques instants. Nous allons nous retrouver pendant cette période de la guerre civile espagnole. D'accord. Entre deux émissions, retrouvez le Magahéro sur notre page Facebook. Dans cette seconde partie avec vous, Hubert Reine, qui est l'auteur de cet ouvrage Édouard Serre et l'aviation commerciale, nous allons continuer à parler de celui qui pour moi est un honnête homme au sens où on l'entendait notamment au XVIIe siècle en Europe, c'est-à-dire un homme ayant une culture générale étendue, mais aussi des qualités sociales propres à le rendre agréable, et des vertus morales, parce que c'est bien tout ce qui qualifie la démarche tout au long de sa vie de Édouard Serre, Hubert Reine. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes donc rendus, là, juste avant cette pause, à cette première grande période troublée post-Première Guerre mondiale, qui est la guerre civile espagnole. Oui, tout à fait. Donc, Édouard Serre, en tant que directeur, va fermer les stations espagnoles de l'Aéropostale, enfin, qui est Air France maintenant, qui est devenue Air France. Et au sein de Montaudran, ils vont trafiquer avec un nommé Jean Blanc, qui est un comparse qui vient aussi du même parti politique que lui. Ils vont monter un trafic énorme à Toulouse, dans un bar qui s'appelle le Garibaldi. Ce sera la plaque tournante de Jean Blanc qui va diriger tout ça. Jean Blanc va démissionner d'Air France et va devenir directeur de cette pseudo-société, qui va construire une ligne qui va aussi aller vers le Pays Basque et qui va ravitailler les Républicains. Alors, il faut savoir que cette période trouble de la guerre d'Espagne, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est le non-dit. C'est-à-dire qu'officiellement, la France n'aide pas les républicains espagnols, mais par en dessous-main, on fait tout ce qu'on peut pour le faire, quoi. Ou on le fait quand même. Donc, à Montaudran, il faut savoir, il faut envoyer des avions aux républicains espagnols qui vont passer à Montaudran. Et à Montaudran, normalement, on devrait déclarer les avions. Ceux-ci ont des trajectoires fantaisistes. Il y en a un qui dit il va à Perpignan. On le reverra jamais. Il y a des avions qui viennent d'un peu partout à destination des républicains espagnols qui vont être des vrais fantômes. Il y aura même une ambulance un jour qui est pleine de fusils qui va être chargé dans un avion, mais le gouvernement a quand même mis des alertes des gendarmes qui surveillent un peu ce trafic. Ils vont vouloir intercepter ces caisses. Quand ils vont revenir, les caisses auront disparu et l'avion repartira, quoi. Mais c'est grâce à un tour de passe-passe de Jean Blanc qui va dissimuler ces caisses et les mettre ailleurs.
Voilà, alors Jean Blanc va diriger une sorte d'avion de voyage à Toulouse et emmener des pilotes à aider les républicains et tout un tas de choses comme ça, de la nourriture, enfin tout va se faire par là. Jusqu'à ce que, évidemment, ce soit Franco qui finisse par gagner la guerre d'Espagne et ça va s'arrêter là. Mais tout ce qu'ils auront fait, c'est détaillé dans mon livre. Et là, je recommande, il y a des passages assez... c'est presque du James Bond. On est dans un véritable roman d'aventure et quand on y réfléchit en cours de lecture en se disant mais des hommes et des femmes ont vécu ces événements-là, ça laisse quelque peu songeur, je dois le dire. Oui. Voilà, donc ça va se terminer comme ça. Alors, après ça... Il est regroupé en 1933, il continue à Air France, et là il va y avoir un tragique accident, l'Emeraude, où le directeur du matériel et plusieurs personnes importantes d'Air France vont périr. L'Emeraude, c'était un trimoteur qui marchait à 250 à l'heure, qui venait d'Air Orient, qui était une des compagnies qui va constituer Air France, et Maurice Balazuc, qui est le directeur du matériel à l'époque, va décéder dans cet accident. Édouard Serre donc prend sa succession en 1934 et devient donc directeur du matériel. Alors directeur du matériel à Air France, c'est pas rien, hein, c'est directeur du matériel, c'est juste en dessous le président directeur général. Et immédiatement, Édouard Serre se livre à un travail énorme, le regroupement des différentes flottes d'avions. Il y a des avions qui peuvent plus faire l'affaire et il y en a d'autres qu'il faut changer. La modernisation des appareils, j'en parle aussi dans mon livre. La modernisation des appareils, ça va être des altimètres, la radionavigation qui va encore faire des grands progrès supplémentaires. Beaucoup de choses, quoi. Et les avions deviennent complètement en cabine. Enfin, c'est ce qui va se passer par la suite. Alors, il continue sa carrière chez Air France. Et dans la je parle aussi dans la franc-maçonnerie de sa carrière. Excusez-moi, j'en ai pas parlé, mais il va être extrêmement actif aussi au sein de la franc-maçonnerie pour soutenir les républicains espagnols. Il y a tout un chapitre aussi que j'invite à découvrir dans mon livre. Et j'ai suscité beaucoup d'intérêt chez des frères francs-maçons, d'ailleurs, qui ne connaissaient pas tout ça. Même les francs-maçons n'avaient pas cette mémoire-là. Ils n'avaient pas tout ça parce que l'historique de la franc-maçonnerie, c'est un peu brutal. Oui. Donc en 1940, quand les Allemands ont envahi la France, ils ont confisqué toutes les archives des francs-maçons. Elles sont parties en Allemagne. En Allemagne, quand l'Allemagne a été envahie par la Russie, les archives ont été confisquées par l'URSS, qui elle-même va les garder à des fins d'espionnage et autres, travailler tous ces dossiers. Et ce n'est que sous Gorbatchev qu'on va restituer les archives du Grand Orient à la France. Pas tout, hein, pas tout. Alors, j'ai pu en consulter pas mal, mais c'est comme ça qu'on peu à peu on découvre aujourd'hui l'histoire des francs-maçons et notamment celle d'Édouard Serre et de ses comparses. Alors il faut savoir que dans l'élaboration d'Air France, il y aura eu la franc-maçonnerie sera assez importante quand même. Il y a beaucoup de coéquipiers d'Édouard Serre qui vont faire partie de l'association. Voilà. Ensuite, Édouard Serre participe largement au redressement, à la mise en place d'Air France, mais quand il a été, ce qu'il faut savoir, c'est quand il a été pris en otage avec Marcel Rennes, ils ont beaucoup bu de l'eau pas très salubre, des amibes, etc. Il a attrapé des tas de choses qui ont affaibli la santé d'Édouard Serre. Peu à peu, il est pris par une sorte de tuberculose qui va dégénérer. Et vers 1940, il ne peut plus travailler. Il se retire à Aurillac, à Nocelles, chez sa mère.
Et là, il va décéder en 1942. Donc, il aura eu une vie assez courte quand même, malgré tout ce qu'il a fait, quoi. Et une triste fin malgré tout ce qu'il aura accompli. Tout à fait. Alors, il faut savoir que même dans sa triste fin, Aurillac, il va constituer avec des francs-maçons un parti précurseur du gaullisme. Ils vont être les premiers gaullistes à Aurillac et faire la promotion de Gaulle. Et voilà, même en étant malade, d'ailleurs, il va organiser un certain nombre de choses ou contribuer à les organiser. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà la fin d'Édouard Serre. Donc après, il est enterré à Nocelles et là, on revient au début du livre, l'oubli d'Édouard Serre, la municipalité de Nocelles qui remet en place le caveau de la famille. Et aujourd'hui, on commence à reparler d'Édouard Serre. Voilà. Alors aujourd'hui, finalement, où certains auraient tendance, ça c'est un couplet que j'entretiens dans le Magahéros, mais parce qu'il correspond malheureusement à une certaine réalité, certains auraient tendance à vouloir nous faire oublier toute cette histoire de l'aéronautique. Hubert Reine, je dois vous dire que je suis très heureux que vous ayez mis en lumière cette vie, cette carrière professionnelle d'Édouard Serre avec tous les à côté, on l'a bien compris, parce qu'il y a la guerre civile espagnole, parce qu'il y a des actions de résistance, même s'il est décédé en 42, et puis on comprend bien l'importance parce que quand on a l'armée de l'air dans les années 50 qui rend hommage à ce grand ingénieur, à ce grand précurseur qu'a été Édouard Serre, qui baptisera même un avion du nom d'Édouard Serre, ça va au-delà du symbole, c'est qu'il y a une réelle reconnaissance des qualités de l'homme. Ah oui, tout à fait. Donc, je me suis acharné à faire ce travail. Pourquoi? Je ne sais pas. Au début, j'étais intrigué un peu par le destin d'Édouard Serre à travers l'existence de Marcel Rennes. Et peu à peu, le bouquin s'est construit et j'ai un peu collecté un peu tout ça, quoi. C'est vrai que ça fait un travail un peu énorme, mais comme il n'y avait rien eu de fait, j'ai collecté beaucoup de renseignements et ça fait un livre un peu important, mais je pense qu'il se lit bien. C'est un livre de lecture très très facile, ça n'est pas uniquement parce que je suis amoureux des choses de l'aéronautique, c'est une lecture très facile, passionnante, avec une très belle iconographie. Vous avez fait beaucoup de recherches et ça se voit, ça se ressent dans ce livre, Hubert Reine. Un livre que l'on trouve assez facilement d'ailleurs en librairie comme sur Internet pour ceux qui sont peut-être loin des librairies. Tout à fait, oui, vous pouvez le trouver. Entre autres, Amazon, entre autres, mais vous avez une grande chaîne de livres, vous le trouvez aussi. Voilà. Vous commandez et vous le faire livrer. Voilà. Sans problème. Alors, ce livre est sorti depuis quelque temps, mais pas très très longtemps, Hubert Reine. Mais le Magahéros, vous avez promis de le mettre à l'honneur. Voilà qui est fait. Alors, ça sera un précurseur de plus dans la collection du Magahéros, mais nous ferons en sorte que désormais, Édouard Serre ne soit pas oublié une seconde fois. Tout à fait. Je vous en remercie. Je vous remercie pour moi, ça une reconnaissance de mon travail, et puis pour Édouard Serre, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça. C'est une reconnaissance de votre travail et une reconnaissance du travail d'Édouard Serre, du rôle qu'a joué Édouard Serre, finalement, dans cette histoire de l'aéronautique. Une histoire qui remonte à un peu plus de 120 ans désormais, mais dont on se rend compte qu'on ne connaît ni toutes les pages, ni même tous les chapitres. Tout à fait. Alors, Hubert Reine, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter encore beaucoup de belles recherches et pourquoi pas vous accueillir encore d'autres fois pour nous conter des histoires. Vous qui avez pas mal de bagages également, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes un ingénieur en matière informatique, entre autres, donc. Vous savez écrire, mais vous comprenez les documents que vous trouvez aussi, vous savez les exploiter à merveille. Bravo et merci Hubert Reine. Merci, au revoir. Au revoir. Entre deux émissions, retrouvez le Magahéros sur notre page Facebook. Et c'est ainsi que s'achève le Magahéros. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage dont Hubert Reine est l'auteur. Édouard Serre et l'aviation commerciale,
la radionavigation, l'aéropostale Air France. Mais retenez simplement Hubert Rennes et Édouard Serre, que vous alliez voir votre libraire. Nous ne pouvons que vous le conseiller, ou que vous passiez par Internet. Vous allez très facilement trouver cet ouvrage. Si vous avez des questions, des remarques, des propositions, eh bien, vous pouvez nous les adresser rédaction@lemagahéros.info. C'est la fin de cette émission, mais rendez-vous dès la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et tous. Roger out. Le Magahéros, le magazine de la Voix du Béarn.